S'il m'aimait vraiment, une réflexion qui traverse l'esprit et qui détruit davantage les couples que les crises conjugales. C'est une phrase intérieure qui tombe comme un verdict. S'il m'aimait vraiment, il ferait un effort, il arrêterait ça, il verrait ce que je vis, il me comprendrait, il changerait. Et cette phrase est un piège. Elle transforme l'amour en un test, en une preuve, en condition, et elle crée un tribunal intérieur dans lequel l'autre est toujours perdant, parce qu'en fait, il n'a pas fait ce qu'on avait attendu qu'il ferait s'il nous aimait vraiment. On va s'arrêter aujourd'hui pour comprendre pourquoi ton partenaire n'agit pas forcément comme tu t'y attends, même s'il t'aime sincèrement. On va travailler pour savoir ce qui se passe dans ton cerveau quand tu attends un geste qui ne vient pas, ce qui bloque réellement la communication dans un couple installé quand il résonne dans ce « s'il m'aimait vraiment, il ferait ceci ou cela », comment expliquer un besoin sans que ça sonne comme un reproche et comment obtenir un changement concret sans conflit inutile. Je pense que tu as bien clairement compris qu'on va être dans du concret aujourd'hui. D'où vient cette envie de poser la question ou de s'interroger ou de lancer s'il m'aimait vraiment il ? C'est un réflexe en fait qui est un peu biologique, pourrait-on dire, sans entrer dans trop de détails scientifiques, mais qui conduit le mental, le cerveau, l'esprit, le fonctionnement à instaurer l'amour comme un espace de sécurité. On veut de la sécurité, on veut de l'amour et de la sécurité. On ne conçoit pas que l'amour ne soit pas sécurisé. Donc le cerveau associe amour à sécurité, eh bien, il va l'associer également à prévisibilité. J'y suis arrivé. Donc, il s'attend à ce que l'autre devine, comprenne, corrige, et on croit que c'est de l'amour. Mais c'est pas de l'amour. C'est du conditionnement neurobiologique. En fait, c'est lié à une volonté d'attachement, de maîtrise, parce qu'on a peur. Et comme on a peur, on veut verrouiller, d'où se sécuriser. C'est un besoin de miroir émotionnel, en fait. On veut de la confirmation. Si tu m'aimes, tu me prouves que. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Avec une approche binaire qui a toute sa limite, que je me plais à étaler régulièrement dans un podcast, dans un programme ou dans des séances de coaching. On n'a pas à être... debout à califourchon sur la sécurité, comme si s'il n'y avait pas de sécurité, notre vie ne pourrait pas se poursuivre, d'autant plus que l'essentiel de la peur qui génère cette volonté de sécurité est irrationnel. On n'est pas autant menacé qu'on ne le pense. Et ce qui se joue ici, c'est qu'on déplace le problème en le mettant dans le camp de l'autre. C'est l'autre qui doit donner les éléments pour me sécuriser, alors que le problème n'est pas du tout là où tu t'y attends. Il est comme tu l'interprètes. Tu transformes une attente que tu considères comme étant normale en preuve absolue. Donc, il ne le fait pas égale il ne m'aime pas. Ou il le fait égale il m'aime. Ça va bien. Ça correspond à ma propre sécurité. C'est du binaire émotionnel. C'est pas de la vérité. C'est une sorte de disque que l'on se passe pour se faire du bien. Pour se rassurer encore une fois. Et qui dit se rassurer, dit aller couvrir une peur. Et pourquoi c'est un poison relationnel finalement de raisonner comme ça ? Parce que ça met l'autre dans une dette affective. Il est en permanence en limite, en carence, parce qu'il ne peut pas, par essence objective, savoir ce dont on a besoin et connaître les preuves exactes à tel ou tel moment qui correspondent à notre attente de sécurité. Ça crée aussi une posture passive. Montre-moi, prouve-moi, j'attends de voir. On va se mettre en Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc, dis que tu m'aimes, prouve-le-moi. Et puis, ça supprime la communication claire. Je ne prends pas le temps de te dire ce dont j'ai besoin, puisque tu devrais savoir. Et ça installe aussi la comparaison. Dans les autres couples, j'ai un copain ou une copine qui m'a dit que son partenaire fait comme ci, comme ça, sans qu'elle le demande ou sans qu'il ait à le formuler de demande. Donc, c'est vraiment pour moi un signe d'amour. Pourquoi ce signe d'amour n'est-il pas présent dans notre relation ? Tu vois qu'on a commencé à mettre le pied à l'étrier d'une approche rationnelle qui se distancie d'une approche irrationnelle ou émotionnelle qui ne fait pas référence à l'analyse, le jugement, la critique, l'observation objective. Tu entends donc déjà que se dire « s'il m'aimait vraiment, il n'y a
dans cette préoccupation rien de rationnel. Il n'empêche que l'on pourrait s'arrêter sur les raisons pour lesquelles il ne fait pas ce que tu attends. Première raison, c'est parce que ce n'est pas sa priorité interne. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est que son cerveau ne met pas ton besoin en haut de la pile de ses préoccupations. Donc la vérité biopsychologique, pourrais-je dire, c'est que chaque cerveau fonctionne par des priorités internes, pas par amour externe. On va faire ce qui compte pour nous, ce qui est vraiment important. Attention, je suis pas en train de te dire qu'il ne t'aime pas, mais que la priorité décryptée ou auto-proclamée intérieurement ne l'amène pas à faire que ce que tu attendrais de lui, à savoir te passer un coup de fil ou te répondre dans l'heure ou dans la demi-heure, ou bien arriver à l'heure au rendez-vous, ou bien t'offrir ce que tu as demandé, même si tu as fait une demande explicite, n'est pas dans ses priorités, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, j'insiste bien. Peut-être que je vais continuer à le faire, mais tu l'as entendu depuis le début. J'insiste pour te dire que ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. C'est juste que ce n'est pas une priorité pour lui. Et on pourrait raisonner en se disant, mais attends, c'est pas parce que tu ne fais pas certaines choses parce que c'est pas une priorité que tu n'aimes pas ton partenaire, toi non plus. Il y a des choses que tu fais qui ne correspondent pas à des attentes explicites de ton partenaire et qui ne veulent pas du tout dire que tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu te centres sur toi, tu as envie de faire ça ou ça ne t'est pas passé par la tête. Deuxième raison pour laquelle il ne fait pas ce que tu attends, c'est parce qu'il ne pige pas l'enjeu, il ne comprend pas, il n'entend pas, tu ne communiques pas ton besoin. Ou, lui, entend une information et pas une formulation de demande. Ça veut dire qu'il y a là une partition à réécrire pour que quand l'un des deux formule la demande, et en l'occurrence c'est toi, si tu dis s'il m'aimait vraiment, il ferait ceci ou cela, c'est qu'il n'a pas peut-être compris que c'est une demande, une attente. Il entend une information. Parfois même, on pense avoir formulé une demande alors qu'il s'agit d'un souhait. J'aimerais bien qu'on sorte au restaurant dans la semaine. C'est un souhait, j'aimerais. Ce n'est pas une demande. Et on est convaincu d'avoir formulé une demande qui participe à une frustration et parfois à une préconclusion qui se dit, puisqu'il n'a pas accédé à ma demande, qui était en l'occurrence un souhait, c'est qu'il ne m'aime pas. Et donc on s'est fait mal tout seul. Il a entendu un souhait. Et même si on dit, ce serait bien d'aller dîner au restaurant, c'est une information sur ce que tu souhaiterais. Et pas une demande. On a besoin d'apprendre à formuler une demande. Et de nombreuses personnes qui sont dans les séances avec moi dans des programmes couple heureux savent l'importance d'apprendre à formuler une demande. Surtout que je leur apprends comment formuler une demande, faire la distinction entre un souhait, à quel temps on va aller formuler une demande, présent, futur, conditionnel, subjonctif, etc. pour faire en sorte que ce soit une demande qui permette à l'autre de comprendre clairement que c'est une demande et en plus adopter une posture qui fait que l'autre n'a pas le début de l'ombre dans l'ambiguïté sur le fait qu'il s'agit bien d'une demande. Ton partenaire ne fait pas ce que tu attends, c'est parce qu'il est sur un autre mode d'amour. Toi, tu te dis, peut-être, dans l'amour, il y a de la tension. Lui se dit peut-être, dans l'amour, il y a du calme. Voilà, je vais prendre que cet exemple-là. Une personne qui t'aime peut aimer autrement que toi. Ça, c'est une réalité neuroaffective. Je te renvoie au langage de l'amour, livre écrit par Gary Chapman. Nous avons un naturel à parler notre langage d'amour à notre partenaire, qui peut évidemment ne pas être un de ces langages d'amour et par voie de conséquence inévitable, faire que notre partenaire ne reçoit pas notre amour comme on l'aimait, du verbe émettre. Donc il y a ici une sorte de dissonance communicationnelle qui fait que l'autre ne comprend pas que ce qu'on est en train de faire, c'est de l'amour. Il est possible que ton partenaire te manifeste de l'amour, que tu ne vois pas comme étant de l'amour, et que tu te dis s'il m'aimait vraiment, oui, mais en fait, il est peut-être épuisé de te montrer de l'amour. Mais pas comme tu en as besoin. Vous avez donc besoin de prendre le temps d'apprendre à vous connaître respectivement pour savoir, comment tu as besoin de te sentir aimé et comment moi j'ai besoin de me sentir aimé. Comme un couple que j'accompagne, où il y en a un des deux qui veut se connecter beaucoup plus fréquemment que l'autre, qui a raison, on s'en fiche en fait. Comment veux-tu être connecté, toi ? Ok. Et toi, comment veux-tu être connecté ? À quelle fréquence ? Avec quels moyens ? Et toi, avec quelle fréquence ? Quels moyens ? Ok, on va chercher à faire en sorte que la connexion fonctionne pour l'un et pour l'autre de manière adaptée à l'un et à l'autre, sans forcément faire en sorte qu'il faille que l'un se soumette à la manière d'être connecté à l'autre. De la même manière, on ne va pas attendre de l'autre qu'il nous aime comme on voudrait qu'il nous aime. Parce qu'en réalité, tant qu'on ne lui a pas donné les éléments, les outils pour qu'il sache comment nous aimer,
c'est difficile d'attendre de lui quelque chose qui ne correspond pas à son univers, à son apprentissage, à son monde. On est donc dans un autre mode d'amour qui peut expliquer le fait que tu n'as pas ce que tu attends. Quatrième raison pour laquelle tu n'as pas ce que tu attends, c'est parce que tu demandes des preuves plutôt qu'un engagement. Quand tu dis « fais-le sinon », ça sous-entend, si tu m'aimes, il y a la condition. Ton cerveau envoie du « prouve-le ». Prouve-le, c'est je prends autorité sur toi, je prends pouvoir sur toi pour te contraindre à faire exactement ce que je te demande en cochant telle case et à tel moment, tel endroit, et de faire exactement les choses comme bon me semble, comme je sais les lire moi uniquement ou en exclusivité. Et là, tu demandes quelque chose qui est difficile parce que ton partenaire a besoin de se sentir dans aussi son exercice de pouvoir, de liberté, pour manifester les choses à sa façon. C'est la raison pour laquelle on ne va pas demander à ton partenaire d'être un autonome et de répondre comme une machine le ferait à tes demandes. Parce qu'évidemment, si tu appuies sur le bouton, tu as ce que tu veux. Mais ton partenaire n'a pas de bouton. Enfin, à moins qu'il ait de l'acné. En tout cas, l'amour ne répond pas au chantage. Implicite, même explicite, répond pas au chantage. Jamais dans l'amour, on bannit la perspective d'un chantage, d'une pression. Si tu m'aimais, tu iras pas voir ce mec, ou tu passerais pas de temps avec autant de temps avec tes parents. Si tu m'aimais, tu passerais pas autant de temps au téléphone avec ton père, ou tu rentrerais plutôt du boulot. Ou bien si tu m'aimais, non, tout ça c'est de la pression, et une pression qui n'est pas bénéfique pour la relation. J'ai bien dit dès le début que c'était une phrase qui détruisait plus de couples que les crises conjugales. Parfois, c'est une phrase qui nourrit ou qui déclenche les crises conjugales. Tu comprends qu'il y a une racine sur laquelle je ne m'arrête pas tout de suite, mais qui est vraiment à travailler. Parce que le vrai problème, c'est pas ce qu'il fait. C'est ce que tu crois que ce qu'il fait ou ne fait pas signifie pour toi. C'est là que ça bascule. Tu interprètes ses actions avec ton langage d'amour, avec ton filtre, avec ta perception, avec tes croyances. Et donc toi, tu lis les gestes, et lui se sent déstabilisé. Donc tu crois manquer d'amour alors que tu manques de correspondance. En fait, vous avez un lexique conjugal à écrire ensemble, et tu présumais qu'il était légitime que ton partenaire avait accès à ton lexique, évidemment, ce que j'appelle souvent le livre de la loi de la vie conjugale, ce que je coach en souris sans doute parce qu'ils savent de quoi je parle, et que c'est vraiment une grossière erreur que d'imaginer que l'autre connaît ce livre de la loi de la vie conjugale. D'ailleurs, je profite pour dire que le sujet d'aujourd'hui m'a été formulé par une personne que j'accompagne en coaching, donc merci à toi pour ce sujet que je suis ravi d'aborder aujourd'hui pour permettre à des couples de progresser. Donc un petit clin d'œil, même si tu ne me vois pas, mais tu m'entends, et tu sais bien que c'est grâce à toi que j'aborde ce sujet. Deuxième problème qui n'est pas des moindres et qui fait que tu interprètes l'action ou l'inaction de ton partenaire comme étant du non-amour, c'est la croyance toxique. Aimer, c'est faire ce que l'autre veut. Non. Aimer, c'est être soi avec l'autre. C'est pas se conformer à l'autre. C'est pour ça que c'est difficile à entendre. Mais c'est de se dire, tiens, je sais que tu m'aimes, je pars du principe que tu m'aimes, comment veux-tu m'aimer ? Qu'est-ce qui te convient dans m'aimer ? J'ai besoin ou j'ai telle attente ? Ou est-ce que tu te sens en mesure de répondre à telle ou telle attente ? C'est souvent un piège dont je parlais la semaine dernière en coaching, que de se dire, j'ai telle attente, mon partenaire ne répond pas à mes attentes. Oui, mais est-ce que ton partenaire, peut répondre à la capacité de répondre à tes attentes. 2, est-ce que ton partenaire a candidaté pour répondre à tes attentes ? 3, j'aurais pu te dire même dans le désordre, en fait, je suis en train de les dire dans le désordre. Est-ce que ton partenaire connaît toutes tes attentes ? Non. Et puis il y a des choses pour lesquelles il ne pourra jamais répondre. Comme je disais, tu t'es marié avec un cheval, n'attends pas de lui le comportement d'un chien. Ok ? Donc, aimer, c'est d'abord être soi avec l'autre, pas se conformer à l'autre. Je dis exactement la même chose. J'aimerais que, si nécessaire, tu fasses pause, que tu l'écrives quelque part. Aimer, c'est être moi avec l'autre. Je vais me dire à l'autre, je vais m'exprimer, je vais partager, je vais me déshabiller, me découvrir,
me dévoiler au sens propre comme au sens figuré, pour que l'autre apprenne à me connaître et qu'on puisse travailler ensemble, à faire en sorte que la relation ne soit surtout pas fondée sur des croyances toxiques comme celle-là. Hein. Si tu m'aimes, tu fais ce que je te demande. Si tu m'aimes, tu t'adaptes à moi. Troisième approche qui pourrait être très proche de ça, s'il m'aimait vraiment, ça dit beaucoup sur ton insécurité. Parce qu'en fait, si tu veux des preuves que tu as raison de rester dans cette relation, ce qui fait mal, c'est pas l'attitude de ton partenaire finalement, c'est ce que tu en déduis sur ta valeur. Tu te dis qu'en fait, s'il me donne pas de preuves qui dit qu'il m'aime véritablement, mais à vrai dire, de manière rationnelle, puisque j'ai évoqué cela au début, est-ce qu'on peut prouver l'amour ? J'imagine que ton cerveau s'est empressé de répondre oui, alors que la réponse est non. Même nombre de lettres, mais beaucoup moins de voyelles. Il n'est pas possible de prouver l'amour. Je vais l'illustrer juste une seconde. Ce n'est pas parce que ton partenaire fait ce que tu demandes qu'il t'aime. Parce qu'il est possible qu'il fasse le même acte pour te montrer son amour, pour se débarrasser et que tu ne le gonfles plus, parce qu'il se sentirait coupable de ne pas le faire. Et on peut continuer comme ça la liste, tu vois, que finalement, la preuve, l'acte ne prouve rien. C'est l'intention qui prouve. Et encore, comment peut-on savoir ce qui mue une intention ? Et en plus, comment avoir accès à l'intention ? Quand mon partenaire me prend dans les bras, quelle est son intention ? Je ne le sais pas. Ce que je sais lire, c'est « je suis dans les bras de mon partenaire ». Et qu'il en a pris l'initiative. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il me prend dans les bras parce qu'il a couché avec une collègue et qu'il veut s'apaiser et faire en sorte que ça ne se perçoive pas. Peut-être qu'il me prend dans les bras parce que il sait que si il me prend pas dans les bras, j'aurai à rouspéter, à pester, qu'il s'est rendu compte que je passe une meilleure journée quand c'est comme ça et qu'il préfère avoir sa tranquillité. Peut-être qu'il me prend dans les bras parce que, et on peut continuer la liste comme ça avec 15, 20, 50, 60, 1000, 5000 options différentes avec la même action. Donc, s'il m'aimait vraiment, il ferait ça, c'est pas vrai. Sur le plan rationnel, ce n'est pas fondé, ça ne tient pas la route. Ça te fait du bien sur le plan émotionnel, mais ce n'est pas vrai. Par contre, j'entends bien que, même si je dis que ça te fait du bien, en réalité, ça te fait du mal. Ce que tu peux faire au lieu d'attendre une preuve, c'est que tu peux, première chose, clarifier ton besoin. Qu'est-ce que tu veux vraiment, précisément ? Est-ce que tu saurais répondre à ça ? Ce qui est parfois difficile, parce que parfois on veut le geste, mais on ne sait pas quelle est l'intention, comme je disais tout à l'heure. S'il m'aimait vraiment, il ferait le ménage avant que je rentre du boulot. Ok. Il a fait le ménage avant que je rentre du boulot parce qu'il veut pas que je le gonfle et que ça le fait chier, qu'il en a ras-le-bol de moi. Tu te rends compte que ça ne répond pas à « s'il m'aimait vraiment ». En fait, c'est parce qu'il s'aime lui qu'il en a ras-le-bol. Donc, clarifie ton besoin. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu saurais le formuler ? C'est souvent difficile, mais pourtant c'est très aidant pour soi d'abord, avant de l'être pour le partenaire. Deuxième chose que tu peux faire au lieu d'attendre une preuve, c'est de comprendre l'intention positive qui est derrière ton attente. En fait. Qu'est-ce que cette chose représente pour toi ? De la sécurité, de la reconnaissance, de la visibilité, de la validation. Comprends l'intention positive, j'ai bien dit. Troisième chose que tu peux faire, au lieu de te placer dans l'attente, c'est de formuler un besoin clair. Pas « tu pourrais », mais « voilà ce que j'aimerais vivre avec toi ». Est-ce que tu veux bien ? Là, je suis en train de donner une clé que j'évoque dans l'accompagnement que je fais quand j'apprends à formuler une demande. Apprendre à formuler une demande, un besoin clair. Quatrième chose que tu pourrais faire, c'est de rechercher le geste juste qui correspond à vous deux. Parce que tu attends ce que vous pouvez créer, ce que tu peux aller chercher. Puisque, comme toute personne qui est dans un couple heureux le sait, la vie c'est comme un grand buffet. Ceux qui vont se servir ont plus de chances d'être rassasiés que ceux qui attendent qu'on les serve. Donc, va créer, co-créer, inviter, collaborer, lever les manches et inviter l'autre à se mettre au boulot avec toi pour recevoir ce que tu attends. Et ça a un réel avantage, c'est que ça te place en responsabilité plutôt qu'en attentiste. Tu vas vraiment travailler pour te dire « je vais créer ce que j'attends, je vais agir pour mettre en œuvre ce qui n'existe pas, au lieu de passer un coup de fil ou d'attendre les bras croisés que quelqu'un te livre ce que tu aurais voulu ou ce qui te paraîtrait normal de recevoir. » Avançons avec un protocole pratique
pour savoir comment obtenir ce dont tu as besoin sans exiger, sans t'effacer, sans te manifester une sorte de culpabilité intérieure. D'accord ? Et je te l'annonce pour que tu prennes un stylo et de quoi écrire, cahier de vie si tu es en séance avec moi, ou un papier libre, parce qu'il y a 5 étapes que je voudrais que tu notes véritablement pour faire en sorte de sortir de cette croyance-là. D'ailleurs, avant d'arriver sur ce protocole, tu pourrais commencer à te dire, je choisis de cesser de me nourrir de cette manière de penser. S'il m'aimait vraiment, c'est fini, c'est terminé. J'ai compris qu'il y a un dysfonctionnement dans cette démarche-là, dans lequel je m'abîme et je participe à abîmer la relation. Comme je l'ai dit dès le début, c'est encore plus problématique que de nombreuses crises, si ce n'est pas que ça devient le germe ou la graine qui fait fomenter la crise ou la fait démarrer, parce que, ouais, on est ras-le-bol, tu te rends pas compte que moi je suis là tout seul ou toute seule, et toi, sous-entendu, tu ne fais pas ce que j'attendrais que tu fasses de toi, alors que je ne t'avais pas demandé, que c'était évident que comme je t'aime, ou que tu m'aimes, si tu m'aimais vraiment, parce qu'en plus ça met en doute l'amour de l'autre pour soi, donc si tu m'aimais vraiment, tu ferais, etc. Donc on est dans une sorte d'étau qui se serre et se resserre, et provoque un inconfort énorme. Donc ce protocole pratique, pour obtenir ce que tu veux obtenir sans exiger, sans t'effacer et sans culpabiliser, je te le propose en 5 étapes. Première étape, écris la phrase complète. S'il m'aimait vraiment, et tu notes tout ce qui vient. Il y en a 12, 15, 20, 50, 160. Tu notes tout. Ça, c'est la première étape. S'il m'aimait vraiment, et tu écris tout ce qu'il vient. Deuxième étape, tu transformes ta phrase en besoin réel. Toutes les phrases. Ce que je veux vraiment, c'est. Parce que tu as bien compris qu'on n'est pas à passer à une étape où tu vas le dire à ton partenaire. Je t'ai demandé de l'écrire. S'il m'aimait vraiment, il ferait ça, il dirait ça, il ferait pas ça, il se comporterait pas comme ça, il se comporterait comme ça, etc. D'accord ? Et donc, tu vas transformer chacune de ces phrases, à la place de il ferait ça, il se comporterait comme si, voilà ce que je veux vraiment en fait. Ce que je voudrais vraiment, c'est. Et fais en sorte de rédiger cela sans que ce soit quelque chose qui dépende de lui. Ce que je veux vraiment, c'est pas qu'il se comporte comme ça. Ce que je veux vraiment, c'est ne pas ressentir de honte, par exemple. Ce que je voudrais vraiment, c'est me sentir aimé. Ce que je voudrais vraiment, c'est me sentir entendu ou en sécurité. Donc, tu vas vraiment transformer ça en besoin réel. D'accord ? Troisième étape, tu vas le traduire en langage constructif. Ce serait précieux pour moi si tu faisais comme ci ou comme ça. D'accord ? Ou si tu répondais plutôt à tel ou tel besoin. Ce qui fait qu'on va se détacher de la modification comportementale de l'autre, parce qu'on a avancé, et à ce stade, même si je ne me suis pas vraiment arrêté là-dessus, tu comprends que ton bonheur ne dépend pas de la manière dont l'autre va se comporter, autrement ton bonheur est fragile. Ton bonheur dépend de ta capacité à venir nourrir ce qui correspond à une attente, à un besoin en toi, sans que quelqu'un d'autre n'y participe. Ok ? Tu es l'acteur principal de ton bonheur. Ton partenaire est l'acteur secondaire. Si on devait faire une affiche de film, tête d'affiche, c'est toi. Second rôle, ton partenaire. Dans comment faire pour activer, déployer, décupler, augmenter, asseoir, sécuriser mon bonheur. Premier rôle, c'est toi, j'insiste. Je sais que je le fais plusieurs fois parce que, en général, on a l'impression de se retrouver avec un coup de gourdin sur la tête ou un seau d'eau froide qui fait qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est comment ça, le premier rôle, c'est moi? Dans plein de films, dans plein de séries, dans plein de chansons, dans plein de livres, on dit oui, mon bonheur, tu es mon bonheur, c'est grâce à toi que je suis heureux et heureuse. Et sans toi, je ne serais pas heureuse. Eh bien, je t'annonce aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que tout ça, c'est du pipeau. C'est magnifique, c'est beau, c'est charmant, c'est ravissant, c'est beau à entendre, mais c'est pas vrai. Si on est dans cette démarche-là, ça veut dire que notre bonheur dépend de l'autre. Et si notre bonheur dépend de l'autre, on est dans une déviance de la relation amoureuse. C'est pas le projet. Troisième étape, donc tu le traduis en langage constructif. Ce serait précieux pour moi si, et tu mets une situation dans laquelle ton partenaire est le moins engagé possible. Si je me sentais écouté, ce serait précieux pour moi de ressentir du soutien. Ce serait précieux pour moi de me sentir épaulé ou accompagné, de me sentir valorisé, etc. Ok ? Tu comprends qu'en fait, c'est indépendant de ton partenaire. Évidemment, ton partenaire peut venir jouer un rôle là-dedans. Mais s'il n'en joue pas, ça veut dire que d'autres acteurs vont jouer. Et je te rappelle que l'acteur principal, c'est... Et oui, tu as répondu avant moi, c'est toi. Ensuite, quatrième étape, tu peux travailler dans un dialogue avec ton partenaire. Je veux dire 8 ou 10 minutes, dans lesquelles tu vas te poser sur une question. J'aimerais te parler de quelque chose,
Et là, tu vas lui dire clairement ce que tu voudrais qui te ferait du bien et qui ne dépendent pas nécessairement de lui. Évidemment, tu vas lui dire que ton intention, c'est pas de lui reprocher quoi que ce soit, mais c'est lui dire ce que tu vis. J'aimerais créer avec toi quelque chose qui... C'est pas j'aimerais que tu me livres ceci ou cela. Hein. Et évidemment, puisqu'on va travailler sur une prise de conscience de la responsabilité respective, quand tu as fini de formuler ce que tu as partagé, tu vas lui tendre le micro. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ces choses-là? Comment on peut construire les choses ensemble? Dans quoi tu te sens en mesure de t'impliquer ou dans quoi tu te sens pas à l'aise? Tu vas te mettre à son écoute et que quelques réponses que ce soit qui aillent dans une direction différente de celle que tu aurais attendue, que tu n'adoses pas, ça veut dire qu'il m'aime pas, puisqu'il se sent pas à l'aise de vouloir prendre du temps avec moi, ou plus de temps avec moi, ou d'être à mon écoute quand je ressens ceci, ou de faire ce que je voudrais quand je commence à déprimer. Non. Tu te refuses de signer en bas de la phrase qui viendra à ton esprit, qui dira s'il m'aimait vraiment, il ou elle ferait ceci ou cela. Et la 5e étape consiste à évaluer après 7 jours, c'est pas en te disant est-ce qu'il a fait ce que je veux, mais est-ce que j'ai trouvé des outils et nous avons co-créé des éléments, des moyens, des canaux qui permettent de faire en sorte que je vive davantage ou plus proche de ce que je voudrais. Je rappelle que l'acteur principal, c'est toi. Ça veut dire que tu auras toi mis en place des éléments et tu auras invité ton partenaire à être co-acteur, à jouer avec toi, à te donner la réponse, la réplique, comme on dirait au cinéma ou au théâtre, dans un second rôle. Mais c'est toi qui fais le gros. C'est toi qui invite, c'est toi qui propose. C'est pourquoi ce serait toi? Ouais, on va me dire, mais c'est Pascal, c'est injuste. C'est mon besoin, c'est à moi de faire le boulot. Parce que c'est ton besoin, ça t'appartient à toi. Alors attention au travers, si vous écoutez ça en couple, de dire, bon, maintenant, t'as compris, parce qu'il a dit que c'est ton besoin à toi, donc maintenant, tu te démerdes, tu fais ton truc, tu te débrouilles, je veux plus avoir que... Parce que c'est toi l'acteur principal, donc maintenant, tu me lâches. Non. Le partenaire, évidemment, est l'acteur secondaire, il a le second rôle, mais toi, auquel il demande, tu as le premier rôle dans sa vie, généralement. Ok? Ça veut dire que même si l'essentiel du travail, ou notamment l'identification des besoins, les raisons pour lesquelles il a tel et tel besoin, ça, il peut pas le déléguer à quelqu'un d'autre, donc encore moins à toi, si c'est vers toi que vient la demande et que ton partenaire te dit « si tu m'aimais, tu ferais », ok? Il a identifié ses besoins en faisant les étapes, il a appris à formuler une demande, même si on l'a pas vraiment fait ici dans cette séance. Mais maintenant, il t'invite à coopérer, eh bien, tu vas voir dans quelle mesure tu peux coopérer. Tout ce qui correspond à des choses qui ne sont pas pour toi équivalentes à transporter des montagnes, eh bien, j'aimerais que tu te dises « Ok, je vais souscrire. » Ok? Et que même, tu puisses prendre la liste de ce que ton partenaire t'a proposé et que tu candidates. Eh bien, là-dessus, tu peux compter sur moi. Je vais le faire. Ça me paraît trop dur pour l'instant. Ça me paraît pas à ma mesure, à ma hauteur. Ça veut dire que, par voie de conséquence, c'est toi qui vas chercher comment tu pourrais obtenir ça en dehors de ta relation conjugale, peut-être pour l'instant, ou peut-être ad vitam aeternam, mais que ton partenaire puisse souscrire. Voilà. J'ai vu que tu as telle et telle demande. Je sais que, je vais déposer une bombe ici si tu n'as pas été initié à ça, mais je sais que je ne suis pas en mesure de créer la sécurité chez toi. Cela dit, j'entends que tu te sens davantage en sécurité dans notre relation conjugale si je fais ça. Ou si tu te retrouves dans une expérience comme celle-là. Par conséquent, je veux bien y participer. Je vais prendre un exemple concret d'un couple que j'ai connu, avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger de manière profonde, évidemment, et qui m'a partagé que oui, lui, il avait tendance, en tant qu'homme, à toucher les femmes, les prendre dans les bras, et que madame se sentait insécurisée par le côté kinesthésique de son partenaire, quoi, vraiment très tactile. Est-ce qu'elle peut lui interdire de toucher les autres pour se sentir en sécurité, elle? Non, pas du tout, évidemment. On n'a pas cette prérogative-là. Donc on peut dire, je me sentirais plus en sécurité si tu touchais moins les autres femmes. Ok. Déjà, il y a une distance avec si tu m'aimais, tu toucherais pas les autres femmes comme tu le fais. Je me sentirais plus en sécurité si mon partenaire ne touchait pas les autres femmes comme il le fait aussi fréquemment. Donc, je comprends que j'ai un travail à faire sur moi, sur ma problématique par rapport à la sécurité, parce qu'il y a plein d'hommes qui touchent d'autres femmes et pour lesquels leur partenaire ne se sent pas en insécurité. D'accord? Elles savent que c'est un de leurs langages
relationnel que d'être kinesthésique. D'ailleurs, ils le sont avec elle en général aussi. Et donc, c'est clair, on n'est pas en train de découvrir quelque chose. Okay. Maintenant, comment pourrais-je faire moi pour que quand mon partenaire est kinesthésique avec une autre personne, je ne le sente pas comme une menace? Ça, c'est mon travail. Deuxième étape, comment faire pour que dans ma phase d'entraînement pour appréhender la capacité que j'ai à intégrer que mon partenaire n'est pas en train de me menacer quand il touche une autre personne du sexe opposé d'ailleurs, du même sexe que le mien, on puisse avancer ensemble pour que je le vive mieux. Donc peut-être que dans un certain temps, pendant un mois, pendant une semaine, pendant 3 semaines, pendant 3 mois, je sais pas, c'est un temps à déterminer, on essaye de voir si ça participe à faire en sorte que je puisse baisser ma sécurité le temps que ma sécurité soit verrouillée. C'est un temps d'adaptation. Ça ne veut pas dire que ad vitam aeternam, il ne retouchera pas quelqu'un de sexe opposé comme il le fait actuellement. Mais qu'on est dans une phase d'entraînement pour que je puisse intégrer moi que ça n'est pas parce qu'il touche une femme comme ça que je me sens en insécurité. J'ai pris la distance avec mais vraiment, il ferait spontanément ce que j'attends. On a travaillé ensemble pour mettre en place les raisons pour lesquelles on a tendance à fonctionner comme ça et ce qui fait qu'on a ce genre d'attente. On a vu le vrai problème qui n'est pas ce qu'il fait, mais ce que l'on croit soi-même et ce qu'on interprète dans ce qu'il fait. Et on a vu également comment mettre en place un protocole pour soi-même commencer à se curer, j'ai envie de dire, pour sortir de ce biais psycho-émotionnel et évidemment s'installer dans une sorte d'apaisement émotionnel qui fait que voilà, on vit mieux la relation, quoi. Il n'y a plus d'épée de Damoclès sur la tête qui fait que l'autre partenaire se sent comme emprisonné, contraint, limité et même parfois pré-perdant, quoi, parce qu'évidemment il est conscient de ne pas pouvoir répondre de manière systématique aux attentes non exprimées de son partenaire, donc finalement celui qui se trouve avec quelqu'un qui lui dit si tu m'aimais vraiment tu ferais ce que j'attends se retrouve généralement en situation d'impuissance et d'échec permanent. Finalement, l'affranchissement, il est pour les deux membres du couple, puisqu'on est vraiment en train de prendre une vraie distance avec ce qui détruit beaucoup trop de couples, et qu'on peut s'installer dans une relation dans laquelle on va co-construire ensemble. Il n'y en a pas un des deux qui bosse et l'autre qui se tourne les pouces ou qui se fait les ongles. On bosse ensemble, avec chacun sa part, comme on l'a dit ici. Si vous voulez faire une séance de coaching là-dessus, évidemment, c'est avec plaisir, surtout si dans un programme et que tu te dis, mais finalement, j'aurais besoin de ça dans ma relation, on l'a pas abordé pour l'instant dans le programme Couple Heureux dans lequel on est. On y va, go. Et puis, si tu veux travailler de manière sérieuse aussi avec ton partenaire, bien voilà, c'est parti. 1 mois de coaching ensemble. Et on avance. En moins d'1 mois, on a réglé ce problème, quasiment. C'est parti. On y va, s'il te plaît. Va du pratique, parce que l'idée, c'était pas que tu découvres quelque chose pour te dire, ah bah, c'est bien sympa ce qu'a dit Pascal, mais que tu actes véritablement le nécessaire pour que ta vie change. C'est ça qui compte pour moi. Que tu progresses et que tu ailles vers le succès.